s'appelle l'honorable Daniel Mbaou, élu de la circonscription du Moamba, député national, avec qui nous allons devoir parler de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous qui vont devoir nous suivre ce soir sur Karakin Télévision. Nous sommes mercredi et jeudi. Bonjour pour le jeudi, le jour de la rediffusion à 11 h, toujours sur la même chaîne Karakin Télévision. C'est pas la première fois que nous avons l'honorable Daniel Mbaou sur ce plateau de votre émission Ecopole que vous aimez tant. Quand il passe, il y a beaucoup de questions, beaucoup de messages. Et bien aujourd'hui, il revient encore pour des questions d'actualité. Puis nous allons parler de la base de l'honorable Daniel Mbaou Soukissa, député élu de la circonscription de Moamba, qui est en vacances parlementaires. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il est resté chez lui à la maison? Pourquoi n'est-il pas parti en vacances comme les autres? Parce qu'ils ont l'habitude de le faire quand ils sont en vacances, bien entendu. Il y a encore la fermeture des frontières. Nous allons le savoir ce soir. Honorable Daniel Mbaou, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, M. Mario. Vous paraissez très en forme. Je fais bon train par la grâce de Dieu. Ouais, ça marche comme sur des roulettes. Voilà. Il y a eu une session pratiquement très mouvementée au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes député. Au début, vous avez bien commencé, mais à un moment donné, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de problèmes en interne. On se demande si cette session n'a pas été du gâchis pour vous les députés. Est-ce que vous avez réellement travaillé? Je commence par poser le postulat et dire que je ressens en moi un sentiment d'échec. Un sentiment d'échec? Un sentiment d'échec. Parce que la session passée a été caractérisée par beaucoup d'embûches, beaucoup de traquenards, j'allais dire beaucoup de pièges et beaucoup d'instabilité. Effectivement, c'était une session très mouvementée, mais en termes de production normative, elle est nullissime. Nulle. Et même en termes de contrôle parlementaire, d'un point de vue global, il n'y a pas eu véritablement contrôle parlementaire. Or, constitutionnellement parlant, l'Assemblée nationale est pourvue des deux compétences principales, à savoir le contrôle parlementaire et la production normative. Sur le volet production normative, il n'y a pas eu de loi. En réalité, il y a eu quelques semblants de textes. Et puis après, nous avons été surpris par 3 propositions srailates. Les propositions dites Minaku et Sakata. Ils sont tombés comme un cheveu dans la soupe. D'ailleurs, il faut... Vous avez laissé faire ou on vous a imposé cette façon de faire? Parce que vous êtes autonome. C'est vrai qu'il y a une majorité, il y a une minorité aussi. Est-ce que vous êtes laissé faire ou c'était une façon de continuer dans ce laxisme-là? Non, en fait, en réalité, il faut l'avouer, que nous sommes victimes du caractère mécanique du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale est paramétrée. Et son fonctionnement, il est cloîtré simplement sur les aspirations d'un seul groupe, les FCC. En fait, en réalité, l'activité parlementaire, c'est un jeu de contradictions. Parce que, en réalité, en politique, tout argument est contradiction. Et dans l'Assemblée nationale, c'est le jeu des contraires. C'est le jeu des oxymores. C'est les jeux des antithétiques. Je veux dire en français simple, c'est les jeux de la contradiction. Très important pour les ça veut dire qu'il y a une majorité qui gouverne, il y a une opposition qui contrôle. Mais en fin de compte, nous nous soumettons à l'arbitrage du peuple. Lorsque vous refusez à la majorité son droit, à l'opposition son droit de contrôler, et que vous vous imposez de manière mécanique avec des plénières déjà pré-organisées, en ce moment-là, les résultats attendus ne peuvent être que mitigés. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de disséquer? Parce que nous avons une partie de l'opposition, nous avons la MOUCA, nous avons le FCC, le CATCH, bien qu'ils sont ensemble, mais on s'est rendu compte qu'ils se sont pratiquement séparés. Vous vous adressez concrètement à qui, en fait? Non, en réalité, il n'y a qu'une seule opposition. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et il ne faut pas non plus donner la possibilité aux gens qui sont à la manette du pouvoir, n'est-ce pas, de changer des fusils d'épaule. Les CATCH n'a jamais été de l'opposition. Mais écoutez, ma foi... Vous semblez cheminant. Ma foi, d'un point de vue technique, on dira que c'est une ambivalence, c'est une aporie. Que de se considérer à la fois comme une majorité et une opposition. Et ce qu'il faut dire vrai, l'IDPS et les FCC, c'est un mariage de contraire. N'est-ce pas? C'est un mariage contre nature. Revenons au laxisme de l'Assemblée nationale. Justement, je vais revenir, c'est un mariage putatif. En fait, ce qui se passe, ce n'est pas de l'opposition, c'est de la contradiction interne. Dans un vaste groupe monolithique qui, de temps en temps, se déstructure à partir de l'intérieur. Ça veut dire que l'IDPS
et les FCC constituent un seul bloc. C'est la majorité. Et lorsque nous subissons les travers de la majorité, la dictature de la majorité, alors nous ne pouvons pas dire qu'il faut attaquer l'IDPS, en fait, les FCC ménager l'IDPS. Non, ils sont ensemble. Donc nous sommes victimes de manière globale d'une gestion chaotique de l'Assemblée nationale. Mais il faut aussi dire vrai que par moment l'IDPS en paye aussi les frais. Parce qu'à ce jour, aucune proposition de l'IDPS n'est passée au bureau de l'Assemblée nationale. Toutes les propositions de l'IDPS, toutes les propositions de la Mouka sont étouffées et balancées au placard par la présidente de l'Assemblée nationale et tous les bureaux de l'Assemblée nationale. En fait, je les mets tous à la sellette. Pourquoi? Parce que... Je m'excuse, je ne veux pas revenir dans le passé, mais il y a eu un député de l'opposition, Jean-Jacques Mamba, qui à travers ses idées, a quand même fait tomber le vice-président de l'Assemblée nationale. On vous l'accordait, ça s'est bien passé quand même. Et effectivement, l'action de Jean-Jacques Mamba est une action politique qui vient de l'opposition, une action de contrôle interne. Mais pourquoi Kaboundé est tombé? Parce que l'action de Jean-Jacques Mamba est tombée sur une terre arable. Ça veut dire que Jean-Jacques Mamba a posé sa question au bon moment. On est isolé. Ça veut dire que c'est une procédure initiée, une initiative personnelle, mais qui tombe sur une terre arable au bon moment. Je m'explique pourquoi au bon moment. En fait, l'action de Mamba trouve les FCC, les caches en train de s'entrecouder, en train de s'entretirer, en train de se donner de sérieux coups en rigolant. Et donc, jouant sa carte, il a trouvé les FCC prêts déjà à réactionner. Et donc, profitant de cette fissuration, et Jean-Marc Abound est tombé dedans. Donc, ça s'est fissuré. Il y a une initiative qui est tombée. Et comme la fissure était profonde, les malaises étaient profonds, oh, le pauvre Kabound est tombé. Et revenant un peu à l'Assemblée, au niveau des lois, vous avez dit que tout était un peu terne. C'est dû à quoi, en fait, concrètement? Si vous pouvez prendre le temps pour expliquer. Non, mais il faut noter que c'est d'abord la volonté ferme et affichée du FCC d'empêcher les autres parlementaires d'initier. Nous avons tous reçu plein pouvoir du peuple pour porter sa voix à l'hémicycle. Et cette responsabilité s'est traduite, je l'ai dit en liminaire, par le contrôle et par la production normative. Nous avons initié des propositions de loi. Moi, par exemple, depuis près d'une année, j'ai déposé une proposition de loi salvatrice qui porte sur la réforme de la Cour constitutionnelle. Il y a l'honorable Christophe Lutundula qui a aussi déposé une proposition de loi, ça fait près d'une année, sur la réforme de la loi électorale. Même du côté cash, il y a le collègue Mouaba qui a déposé une proposition de loi intéressante sur la cybercriminalité. Mais nous sommes dans un système où le FCC veut jouer seul les jeux, où le FCC veut s'accaparer de l'espace politique. Donc il y a une stratégie sournoise de blocage, n'est-ce pas, des initiatives des autres. C'est comme si on venait faire une forme de parlementarisme d'accompagnement. Mais c'est ici l'occasion pour le peuple congolais de noter qu'il y a, à travers la coalition, qu'il se dessine des affres que personne aujourd'hui ne sait maîtriser. Il se dessine aujourd'hui des errements, des dépassements, des violations, des métastases qu'aujourd'hui personne ne peut maîtriser. C'est aujourd'hui l'occasion pour la population de tirer toutes les conséquences pour voir demain à qui il faut confier rationnellement et de manière intelligente cette majorité, de sorte à permettre à la République de décoller. Parce que si vous accordez une majorité qui zoba, c'est-à-dire une majorité entremêlée, où on a des forces politiques qui s'opposent déjà naturellement et qui ne peuvent cohabiter ensemble, ça ne peut que produire des effets pervers. Donc aujourd'hui, vous avec moi et la population congolaise en s'est compris, nous subissons la conséquence de notre choix, entre guillemets. C'est vrai que ce choix ne reflète pas l'expression du suffrage populaire, mais parce que la population n'a pas revendiqué ses choix au niveau législatif, aujourd'hui nous en payons les frais. C'est ici aussi l'occasion d'interpeller ceux-là qui, allant aux urnes,
disent que je vais voter seulement pour le président et l'affaire des députés ne me concerne pas. Ou la question des députés provinciaux ne me concerne pas. Parce que en se détachant, en se désintéressant d'une question fondamentale comme celle-là, ma foi, on hypothèque l'avenir de la République. Parce que le vrai jeu démocratique dans une République ne se joue pas à l'exécutif. Le vrai jeu démocratique dans une République ne se joue pas dans le pouvoir judiciaire. Le véritable jeu démocratique se joue à l'Assemblée nationale. En fait, c'est un lieu de foisonnement d'intérêts et de croisement des tactiques contraires entre une majorité qui gouverne, une opposition qui contrôle, et au cœur de ces jeux, il y a une possibilité qui est accordée à la population de pouvoir arbitrer. Mais lorsque vous faites très mal votre choix, vous hypothéquez votre avenir. Parce que nous sommes en réalité les reflets de notre choix. Aujourd'hui, on dit que le président Félix a difficile à juguler la crise de la Covid. On dit que la majorité a difficile à déployer des politiques publiques. Pourquoi? Parce que nous avons souhaité nous-mêmes accorder la majorité à ces groupes. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous en plaindre. Parce qu'il y en a qui disent, mais nous allons encore en 2023 reconduire cette majorité. Mais, eh bien, si vous voulez reconduire cette majorité, vous devez vous-même porter la responsabilité de votre propre croix. Nous crucifions nous-mêmes. Nous allons revenir, honorable. Je veux que nous puissions rester un peu plus au niveau de l'hémicycle, même si je remarque que vous pleurnichez beaucoup, enfin, vous, les autres. Non. Je suis en train de venir, je comprends que vous êtes non, pas du tout. Bon, la question, en fait, c'est comment s'est passé un peu la désignation de Ronsard au niveau, l'entérinement de Ronsard au niveau de l'Assemblée nationale avec la présidente Janine Mabunda. Elle n'était pas là, mais cette rapidité, en fait, parlez-nous un peu de la soirée. Comment ça s'est passé? Ce cafouillage-là. J'y étais effectivement, je rectifie. Ouais. Et ça s'est passé dans un cafouillage inouï. On ne pouvait pas imaginer ces jours-là alors que nous n'avions qu'un seul point inscrit à l'ordre du jour. C'était la poursuite de l'audition du rapport du ministre de la Défense. Ça, au départ, c'était ça. C'était ça le principe qui était posé. Nous avons reçu le message et nous sommes préparés. Et avons-nous, en ce moment-là, affûté les armes pour contredire les rapports. Écouter les rapports et contredire les rapports. On était dans un processus de finalisation. Et puis on a été surpris dans la salle. La présidente nous a informé qu'il y avait un deuxième point inscrit à l'ordre du jour. Ah, ça, c'est la surprise, en fait. Et le deuxième point inscrit à l'ordre du jour, c'était l'audition. En fait, cette fois-là, il y avait une motion contre, une interpellation, disons, contre le ministre Gilbert Kankonde, le vice-premier ministre. Et on nous a donné lecture de sa lettre d'excuse, comme pour dire qu'il n'était pas disposé à y être. Et la plénière étant souveraine, nous avons admis qu'il a soit ainsi. Mais après, le bureau nous dira, autour de 20h, il faisait déjà tard, parce que c'était plus des heures de travail. La fatigue avait gagné du terrain. La présidente nous dira, écoutez, j'ai une communication. Bon, on s'est dit, une communication, c'est peut-être quelque chose qui peut passer de manière lapidaire, parce que ce n'est qu'une communication. Et de manière surprenante, elle fait lire. Ils sont traumatisés comme vous expliquez. Non, voilà, la mort dans l'âme, la mort dans l'âme. Elle donne lecture des procès-verbaux. Et bien, dedans, il était évident qu'il était renseigné dans le contenu des procès-verbaux que les confessions religieuses ne s'étaient pas mis d'accord sur le choix de la personne de Rossa Malonda. Et qu'ils étaient encore dans la phase du consensus, conformément à l'article 18 de la charte des confessions religieuses. Parce que il ne faut pas se leurrer. Les confessions religieuses ne procèdent pas au vote tant que le consensus n'est pas encore clairement dégagé. Et puis le présidium est le seul organe compétent à pouvoir convoquer la séance au cours de laquelle il y a votation. Mais telle chose n'a pas été. Nous avons noté du forcing dans le chef du bureau. Heureusement que le président de la République ayant compris... de l'imposition, en fait. Justement... Vous imposez, en fait. Ça veut dire qu'on a voulu nous embrigader dans un schéma d'unilatéralité. Alors que vous et moi savions que Rossa Malonda, c'est l'artificier de la fraude. Et Rossa Malonda, c'est celui qui a porté les résultats de la CENI devant les juridictions. C'est Rossa Malonda, effectivement, qui a été à la base de l'invalidation justicide et démocraticide de mon président national, Jean-Pierre Bemba Gombo.
Et j'y étais avocat, il vous souviendra de ces dossiers. Nous étions, oui, dans le collectif. Nous étions opposés à Rossard Malonda. Et il vous souviendra même les résultats à la présidentielle. C'est lui qui allait défendre les résultats. Alors que la population avait massivement voté pour les candidats numéro 4. Bon, qu'à cela ne tienne, ça appartient au passé. Mais il faut maintenant, avec leur post-alternance, faire proprement les choses. Désigner quelqu'un sur la base des critères de compétences, mais aussi des probités. Et ce n'est pas de notre compétence de désigner. Nous, l'Assemblée nationale, nous n'avons qu'un pouvoir d'entérinement. C'est-à-dire un pouvoir de constatation et de validation. Mais il faut valider quand même une recette propre, une recette potable, une recette qui s'inscrit dans la logique de la légalité et de la constitutionnalité. Au cas contraire, nous hypothéquons non simplement l'avenir de la classe politique, mais également l'avenir de toute une nation. Parce que, figurez-vous, Georges Burdeau disait que le droit du suffrage, c'est le droit le plus fondamental, c'est le créateur de tous les autres droits. Et c'est le droit qui procède à la création de la cité. Et si vous désignez mal, en ce moment, vous hypothéquez toutes les 3 générations de droits. Les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, et vous hypothéquez même les droits de solidarité. Vous hypothéquez tous les droits parce que là, vous désignez des personnes qui peuvent... En réalité, c'est trop fort de dire vous désignez. Vous ne désignez pas, mais vous participez de manière mécanique à la désignation des personnes qui n'ont pas reçu l'onction populaire et qui est inadmissible dans une démocratie. Le fondement de la démocratie, c'est ces mythes-là, ces mythes de la désignation. Et cette désignation doit être authentique. Donc, pour le dossier de Rossard Malonda, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu du forcing. C'est ce qu'on peut retenir en fait. Justement, voilà, somme toute, il y a eu du forcing, c'est de la désolation. Et ces forcing participent au renforcement du caractère mécanique du fonctionnement global de l'institution. Et ce qui fait aujourd'hui qu'il n'y a plus de vitalité démocratique à l'intérieur de l'institution. Oui, en fait, l'expression n'est pas libre. Parce que s'il y a un cadre par excellence dans une démocratie dans lequel peut s'émouvoir la liberté d'expression, dans lequel les hommes peuvent s'entre-attaquer sans s'entre-tuer, c'est le Parlement. Donc, en fait, c'est le lieu de la liberté. C'est le lieu de la démocratisation. Le Parlement, en fait, c'est le cadre fondateur même d'une république démocratique. On retient à l'issue de la dernière session, les populations ne se sont pas retrouvées et la misère continue à augmenter de plus belle. Vous comprenez pourquoi je le dis. Juste après cette session, il y a eu une série de marches, pratiquement 3 marches, il faut qu'on le dise ainsi. Vous avez participé dans l'une des marches. Est-ce que politiquement les lignes ont bougé? Ça c'est la première question. Et puis secondo, lors d'une marche, vous avez été victime, je crois, vous avez été arrêté par les policiers. Cette façon de faire, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Expliquez-nous un peu aujourd'hui que vous avez... Non, ben, en fait, toutes ces marches procèdent à la continuité, j'allais dire, à la continuation de la demande du peuple. Et à la continuation de la bataille pour l'offre démocratique qualitative. Le peuple, elle accepte, n'est-ce pas, d'exposer, il accepte d'exposer sa poitrine pour, entre guillemets, recevoir des balles au fin de protéger sa constitution, sa vie. Et l'IDPS l'a fait, vous avez vu, c'était une réussite. Et puis après, la Mouka l'a fait, c'était une réussite totale, mais une réussite cette fois-là dans l'ordre. Une réussite dans le respect des principes. Mais malheureusement, les ennemis de la République, comme vous le savez, ont utilisé les mêmes procédés datant pour pouvoir nous empêcher de nous exprimer librement. Ils ont procédé à des barricades inconstitutionnelles et irrégulières. Inconstitutionnelles parce que la liberté est constitutionnelle. Et les principes ici dans le cadre de notre ordre constitutionnel, c'est le principe de l'information. Ce n'est pas le principe de l'autorisation. Donc ça veut dire que l'autorité habilitée a été régulièrement saisie. Donc on devait simplement se convenir sur des itinéraires et la police nous aurait simplement encadrés. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'ils sont allés au-delà de la mesure, jusqu'à interpeller, à arrêter un porteur des immunités. J'ai dit votre humble serviteur, Daniel Mbaou Soukissa. Ils m'ont arrêté et
ils m'ont doigté, au-delà du fait qu'ils m'ont doigté, ben, ils m'ont braqué l'arme. Chez vous, il n'y a pas eu un geste osé vis-à-vis de ces agents de l'ordre? Non. En fait, nous avons instruit nos militants qui venaient avec nous de manifester. C'est honorable que vous êtes, parce qu'il y a eu ce problème entre vous personnellement et puis les agents de l'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas eu un acte osé de votre part? Non, ben écoutez, l'honorable Mbao, vous le savez, c'est un homme discipliné. Et c'est quelqu'un qui respecte scrupuleusement le loi de la République. Je ne peux m'en permettre outre mesure. Mais par contre, j'ai le sentiment de vous dire que ces jours-là, c'était le jour de la déception. J'ai vu l'état des droits s'effondrer. J'ai vu tous ces mythes s'écrouler avec. Comment est-ce possible qu'un député national, dans sa circonscription, puisse faire objet d'interpellation justicide par des hommes en armes? Et l'échange avec les agents de l'ordre, comment ça s'est C'était passé? inacceptable. Et puis après, ma désolation, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas réagi. Aucune action du bureau de l'Assemblée nationale, aucun soutien de la présidence de la République. Parce qu'en ce moment, je sais que le président de la République, il fait de l'état des droits son credo. L'IDPS, son leitmotiv, sa bataille de tout le temps, c'est l'état des droits. J'attendais qu'il y ait des revendications, ça et là, comme pour dire que dans un état des droits, on ne peut pas arrêter un député comme on le ferait sur un malfrat. Et là, j'ai compris que nous avions un problème de la compréhension globale, collective, j'allais dire, la compréhension harmonisée du droit, ou même ce qu'on peut appeler état des droits. Parce que pour les uns, l'état des droits, c'est l'expression de la manifestation publique. Pour les autres, c'est organiser l'ordre public jusqu'à enfreindre les libertés. Et il y en a même qui disent, mais dans un état des droits, on peut admettre que certains députés de certains partis politiques puissent recevoir des balles et d'autres non. Alors cette injustice laisse poindre une incertitude sur l'avenir de l'état des droits dans ce pays. Ça vous a fait peur? Ou soit que Ça vous a fait peur? l'on mène un combat qu'on ne maîtrise pas. Ça vous a fait peur? Non, mais pas la peur. Par contre, j'étais ragaillardi. Je leur ai dit que j'étais prêt à déposer mes entrailles pour cette République. Et vous n'allez plus revenir lors des prochaines marches? Non, mais écoute, nous allons continuer à résister. Nous sommes enfants de Dieu et nous savons, par-delà, il y a le Saint-Esprit qui nous couvre, qui nous protège parce que la cause est noble. Nous ne nous battons pas pour la mangeoire. Nous ne nous battons pas pour des intérêts mandocratiques. Même si l'impression que vous donnez, vous les députés. Mais non, justement, vous parlez de l'impression parce qu'il y a de ceux-là qui se battent pour leurs propres intérêts. Regardez les députés de la Mouka, comment ils sont modestes. Nous sommes tout le temps aux côtés de la population et nous portons les aspirations. Vous avez des belles jeeps, vous logez dans de très belles maisons. Non, mais la Jeep, c'est d'ordinaire. Et même à Kuala Lumpur, vous allez vous trouver un député, il vous roule une belle, c'est juste le minimum pour un député national. Mais c'est strict minimum, on ne peut pas les lui refuser parce que c'est quelqu'un quand même qui sort d'une couche basse, ça veut dire la population, et il doit quand même honorer cette population. Ne serait-ce que de par sa prestance. Mais ce qui est écœurant, c'est de voir qu'il existe des députés nationaux qui bénéficient des mêmes traitements que nous, ça veut dire la même base salariale, mais qui vous construisent des maisons qui vous coûtent des millions avec des Chinois. N'est-ce pas? Mais le peuple n'en parle pas. Vous voyez un gars faire monter des immeubles comme des champignons. Et pas à Kitokimo aussi, mais au cœur de Kinshasa. C'est des députés comme vous. Non, mais justement, comme nous, on se pose des questions, mais comment ils s'étapent de la thune? On est députés. Parce que nous faisons la politique autrement. Nous restons dans la loyauté, nous restons dans la discipline, nous restons dans la perspicacité, nous restons dans la rectitude. Mais cette rectitude ne nous empêche pas quand même de cogiter sur ce que l'on voit, monsieur Mario. Je sais voir que vous avez des barbes qui blanchissent. Et je sais voir également sur moi-même que l'âge commence à m'assaillir. Je prends de l'âge et ma barbe aussi commence à blanchir. Je commence à céder, mes mains commencent à céder, je vieillis. Très jeune. Non, je prends de l'âge. Vous êtes encore très jeune. Je prends de l'âge. Revenons aussi, l'actualité, c'est aussi la visite des 13 personnalités politiques qui sont en train de sillonner. Ils étaient chez le chef d'État. Et puis, pouf, ils sont arrivés chez le président
du mouvement de libération du Congo, le président national Jean-Pierre Bemba. Les gens étaient quand même surpris, parce que vous savez ce qui se dit ici à Kinshasa, Bemba Assili, les gens étaient même surpris de le voir lors de la marche. Vous, personnellement, ça vous fait quoi quand Jean-Pierre Bemba, votre président national, est consulté? Ça vous fait quoi? Ce n'est pas vous et moi qui allons remettre en cause l'aura de Jean-Pierre Bemba. La personnalité politique de Jean-Pierre Bemba. Mais c'est une icône. Je ne suis pas de ceux-là qui font le culte de la personnalité. Mais je constate que Jean-Pierre Bemba est une icône. Jean-Pierre Bemba, c'est l'image du combat pour la démocratie. Et Jean-Pierre Bemba, ni été Jean-Pierre Bemba, si je l'ai dit, je l'assume, on n'aurait pas cette constitution. Jean-Pierre Bemba, c'est parmi les jeunes qui ont, les seuls d'ailleurs, qui a refusé l'opulence. D'ailleurs insolente de son père, parce que Jean-Pierre Bemba vivait dans une vie huppée. Il a quitté les palais pour la forêt, avec l'objectif de nous produire de la démocratie. Jean-Pierre Bemba aurait perdu sa vie entre Guémena, Kinshasa. Jean-Pierre Bemba aurait perdu sa jambe entre Walikale et Kisangani. C'est quelqu'un qui a accepté de s'exposer pour cette république, c'est pas n'importe qui. Et justement, politiquement, Jean-Pierre Bemba, pour beaucoup, dans l'élaboration de cette constitution, mais la vérité, c'est que lorsque vous lisez cette constitution, c'est la constitution du MLC. Et la constitution, j'allais dire, de la majorité en place à l'époque. Parce que les options politiques qui sont levées, vous allez vous rendre compte que ces options politiques qui tendent vers les principes de l'équilibre et les principes de la collaboration entre institutions. Et vous regardez plus loin, vous voyez que cette constitution est en consonance libérale. Mais ceux qui sont au pouvoir, regardez bien, ce ne sont pas des libéraux. Mais la constitution est libérale. C'est Jean-Pierre Bemba pour ton information. Donc pour vous, c'est une très bonne chose. Et donc, lorsqu'on veut organiser des bonnes élections, les 13 personnalités, ils veulent assainir l'espace législatif dans l'axe électoral. Il est important qu'on puisse recourir à une icône comme celle-là, qui a des informations sur les jalons fondamentaux de la République. Donc comment ils ont bâti cette troisième République? Il a des informations. Parce que le combat aujourd'hui de Jean-Pierre Bemba, il aurait peut-être passé les armes à gauche lorsqu'il est revenu de la prison. Jean-Pierre Bemba continue, poursuit son combat pour rétablir l'ordre qui a été négocié et accepté à Sun City. En fait, les 13 parlementaires, lorsqu'ils sont allés voir Jean-Pierre Bemba, sachant effectivement que Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a connu par le passé une rencontre vraiment, j'allais dire, mythologique avec le peuple congolais. D'un point de vue historique, il était important, même pour l'instant, de les rencontrer. Parce que vous avez vu, il y a peu, il a fait une mobilisation impossible. Qui y crut? Nous allons revenir, nous sommes dans votre émission Écopolitique, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h sur la chaîne de télévision Kanakin Télévision. Et puis la rediffusion, c'est le jeudi, toujours sur la même chaîne. Je dis grand merci à vous qui nous appelez à partir de Dubaï, les États-Unis, le Canada, Kanakin Télévision sur YouTube. Nous allons revenir aussi sur l'actualité de votre base parce que vous êtes en vacances parlementaires. D'abord, Koupar Bola, nous sommes allés avec vous hier dans la commune de Ngaba. Hier, en fait, c'était le 3 août 2020 dans la commune de Ngaba, une descente assez surprise. Je vous laisse découvrir d'abord les images.
que j'ai reçu beaucoup de cris de détresse de la population de ma base qui a passé pratiquement 6 mois dans l'obscurité, faute de transport. J'ai mené le lobbying souterrain. Par la grâce de Dieu, avec les efforts que nous avons déployés, nous avons réussi à obtenir un transformateur qu'on va devoir placer tout à l'heure ici. Mais ça, c'est un travail qui va aller de manière séquentielle. Nous commençons avec Ngaba 8. L'objectif, c'est de couvrir tout l'espace Ngaba et par-delà tout le mot Amba dans l'ensemble. Parce que nous voulons garder cette osmose avec la population qui nous a élus. La première mission d'un député national, c'est porter les cris de détresse, prendre la responsabilité, aller à l'hémicycle, parler pour le compte d'autrui, et cet autrui-là, c'est le peuple congolais. Ça, c'est notre devoir. C'est aussi ça aussi, faire la politique autrement. Mais voilà, là vous avez vu les images, nous sommes dans la commune de Ngaba. En fait, la personne concernée est là. Honorable Daniel Mbao Soukissa, pourquoi le choix de la commune de Ngaba cette fois-ci? J'aime le Moamba. J'aime Kinshasa. Ngaba, c'est ma terre de naissance. Je suis né à Ngaba. J'ai grandi à Lemba. Lemba, Livulu, Malolo, Salomon. Je ne sais quoi dire. C'est la question la plus difficile, pourquoi Ngaba? Donc c'est une question qui manque de réponse. Parce que c'est Ngaba. Je crois que nous avons une partie de la réponse avec la réaction des populations qui sont venues beaucoup pour vous attendre à ce que vous avez ramené là-bas. On laisse d'abord les populations réagir. député moko tofotaki na élection babumbisi ye toyebaki te ke azali mosuni oyo ya bana ya mowamba vike kadi na biso esali ngonga ebele totiela bato misu bamitema totie bato misu mitema baye te vike azwaki appel tomoni azwa appel lobi lelo elo aza vraiment na susi ya bato député na biso vraiment merci. Je peux vous avouer que quiconque peut admettre travailler pour la population, sans appui ensemble de Tokokailo Komoko, sans le manque ensemble de Tokokailo Komoko, Adinaïke, député national, au lycée de la liste à MLC à Kapiabemba. D'accord, merci beaucoup. Merci. Beaucoup de la présence Sabino. Je crois que l'objectif Kabiso est validé. Oyo est étape à l'Iboso. Étape à l'Iboso. Le président Tondi n'a pas confirmé. Grâce à la confirmation de Moussala Oyo et Mouni Lamisi. Grâce à des forces de déployer.
elonga yeba ko message on a fait par indi la unité nde elonga ezali pour continuer misala oyo progressivement quartier par quartier si 2023 et c'est linga bomba ezala éclairé avant merci hein. Voilà, là vous avez suivi la réaction des populations de Ngaba, très émues de recevoir ce transfo. Pratiquement la démarche a été faite par l'honorable Daniel Mbao, très soucieux de sa base. Donc vous êtes en train de travailler, nous avons vu les images, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous dites à votre base qui sont disséminés à travers plusieurs communes de la ville de province de Kinshasa? De faire confiance à leur humble serviteur, Daniel Mbao Soukissa. Je travaille pour le compte de la population congolaise avec humilité, avec dextérité. J'ai le cœur à l'ouvrage. Donc je ne travaille pas pour ma gloire, mais je travaille pour la gloire du Très-Haut. De faire aussi confiance au mouvement de libération du Congo et à son président national Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est un parti qui a une histoire particulière avec la RDC. C'est le seul parti politique qui a un slogan chrétien. Comme les États-Unis, le seul pays qui a un slogan chrétien. Les MLC, là aussi. Et nous disons avec Dieu nous vaincrons. Et les Américains disent que Dieu bénisse l'Amérique et ni l'autre État au monde. Et donc nous disons que nous sommes en osmose avec la population congolaise. La préoccupation de la population, c'est notre leitmotiv, c'est notre carburation. Non, nous continuons à travailler. La fois passée, c'était assez chaotique, mais cette fois-ci... Non, mais nous avons nos propositions. J'ai une proposition de loi que je viens de déposer récemment sur l'institution d'un service militaire obligatoire, dans la perspective d'asseoir une nouvelle citoyenneté. Nous allons prendre une émission pour ça. Justement. Nous allons parler que de ça parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train de revenir. Il y a l'Israël qui continue, il y a la France qui avait pratiquement arrêté, mais j'ai vu il y a des idées qui sont en train de revenir. Il y a l'Allemagne aussi. Ouais. C'est une très bonne idée, nous allons revenir. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup, l'honorable Daniel Mbao, quand vous passez dans votre émission Ecopole. Il y a beaucoup d'appels, beaucoup de réactions. Il est là. Dernier mot, rapidement, un peu de mots. Un peu de mots. Soyons ensemble, restons unis pour le Congo. Travaillons sans tribalisme, travaillons dans l'unité, travaillons dans la sincérité, dans l'amour et dans la crainte de l'Éternel. Et j'insiste toujours, je lance encore une fois de plus un appel des pieds à ceux qui appartiennent à ma génération, de saisir la balle au bon, parce que cette nation est une nation bénie. Si nous n'y prenons garde, cette génération va passer, une autre va lui succéder et rien ne va changer. Il y a un homme d'État qui disait que à chaque génération, Dieu se réserve toujours une mission spécifique pour une jeunesse. C'est à elle de l'accomplir ou de la trahir. Merci. Merci à toi, Kouparbola à la caméra. Je dis grand merci aux internautes qui nous suivaient depuis les réseaux sociaux, Canal Kin, Télévision, YouTube. Je dis merci à toi, Michel Mongambo, depuis la Belgique. Merci à toi, Serge Yende, depuis la France. Mathis Solange, depuis le Canada. Ce sont les internautes qui nous écrivent régulièrement à Brazzaville, à Goma aussi. De temps en temps, à Massissi, nous avons des appels aussi. Je vous dis grand merci. Ce soir, nous avons reçu l'honorable Daniel Mbao. Vous avez suivi l'actualité. Soukissa, il a parlé de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous avons essayé d'échanger sur sa vacance parlementaire où il était allé dans la commune de Ngaba. Vous avez vu le geste qu'il a eu à poser. Donc nous allons revenir dans nos prochaines émissions pour essayer de voir comment évoluer les choses. Merci à toi, Kouparbola à la caméra, Tony Binda au montage, Guy Coutou à la régie. Je vous dis bye bye, prenez soin de vous.